réveil, lundi 7 septembre. Merci d'être avec nous sur i24 News. Voici les titres à la une de l'actualité. D'abord ce chiffre à retenir ce matin, 12 000. C'est le nombre de migrants arrivés en Allemagne pour la seule journée d'hier. Un niveau jamais atteint. Le pays devrait enregistrer près d'1 million de demandes d'asile cette année. Mais Berlin souhaite progressivement refermer ses frontières et fait pression sur ses partenaires européens pour qu'eux aussi acceptent d'accueillir des réfugiés. Et cette question de l'immigration enflamme Israël. À son tour, le chef de l'opposition tacle Benjamin Netanyahou, mais le Premier ministre refuse, je cite, qu'Israël soit submergé par des réfugiés syriens et africains. Il annonce dans la foulée la construction d'une clôture à la frontière jordanienne. Le ministre français de l'économie est en visite en Israël. Emmanuel Macron est dans son élément pour ce séjour consacré au high-tech. Il soigne son image de geek branché. Mais attention aux faux pas diplomatiques en pleine polémique sur le boycott d'Israël. Au menu également ce matin, un film qui fait beaucoup parler de lui. C'est une super production, le film le plus cher de l'histoire du cinéma iranien. Il a demandé 7 ans de travail et retrace la vie du prophète Mahomet. Cette fresque historique fait sale comble, mais crée la polémique. Enfin, on les appelle les septembristes et souvent on les maudit. À l'heure où on retrouve nos collègues et la machine à café, eux prennent la route des vacances qui de toute façon seront sublimes. Le détail en fin d'édition. Bienvenue à tous, bienvenue en Allemagne. C'est l'image qu'il faut retenir. Plus de 12 000 réfugiés sont arrivés dans la seule journée d'hier dans le pays, accueillis les bras ouverts par des citoyens venus leur apporter leur aide. L'Autriche a également réservé un accueil chaleureux à de nombreux réfugiés. Mais Berlin et Vienne appellent l'Union européenne à trouver d'urgence une réponse commune dans ce dossier et souhaitent progressivement refermer leurs frontières. Steve Jourdain. Gare de Munich, terminus, tout le monde descend. Peut-être la fin du chemin de croix pour les centaines de réfugiés les plus chanceux. Merci à l'Allemagne, merci de nous aider comme vous le faites. Merci, mille merci. Je me sens bien, j'ai l'impression que je peux enfin respirer. Ava pourra effectivement respirer à condition d'obtenir un permis de séjour. L'Allemagne a récemment assoupli sa politique migratoire. En clair, les autorités allemandes ont renoncé à expulser les Syriens en demande d'asile. Au total, près de 800 000 personnes devraient ainsi demander l'asile politique cette année. Coût de la mesure, selon les économistes, 10 milliards d'euros. Mais le patronat allemand se frotte les mains. Cette main-d'œuvre jeune et souvent qualifiée devrait permettre de combler la pénurie qui frappe actuellement le pays. Au sein de la coalition d'Angela Merkel, en revanche, on freine des cas de fer. L'Allemagne ne peut pas prendre en charge les migrants du monde entier. Aucune société au monde ne peut supporter un tel afflux. Nous nous devons d'apporter notre aide, bien évidemment, mais nous exigeons de la justice au sein de l'Union européenne. Encensée par certains, violemment critiquée par d'autres, Angela Merkel joue une partition délicate. Le bureau de la chancelière l'affirme aujourd'hui. Cette politique d'accueil tous azimuts n'est que temporaire. Ces dernières semaines, les violences xénophobes ont explosé à l'encontre des réfugiés. Et dans ce contexte, à noter que les Français ne souhaitent pas accueillir plus de migrants dans leur pays. C'est ce qui ressort d'un sondage publié ce week-end. Sondage qui contraste avec les scènes d'accueil constatées en Allemagne, comme on vient de le voir. Myriam Aman. 10 000 personnes dans les rues de France en soutien aux migrants. De nombreuses initiatives de particuliers français, certains allant jusqu'à en héberger chez eux. Mais cet élan de solidarité a ses limites. Un nouveau sondage Odoxa, publié dimanche dans Le Parisien aujourd'hui, révèle que la majorité des Français, soit 55%, restent opposés à l'assouplissement des conditions d'octroi du statut de réfugié aux migrants. Le sondage a pourtant été effectué après l'onde de choc provoquée par la photo du petit Aylan. Et le sondage va plus loin avec cette question. Les Syriens méritent-ils un meilleur accueil que les autres migrants ? Là encore, la réponse est négative. Pour 62% des personnes interrogées, les Syriens sont des migrants comme les autres, c'est-à-dire venus en France pour raisons économiques. Par contre, une majorité des personnes interrogées se prononce à 61% en faveur d'une intervention militaire terrestre des troupes françaises en Syrie. Une intervention au sol qui serait à l'étude en ce moment sur le bureau du président François Hollande.
Voilà, et cette question de l'immigration enflamme Israël à son tour. Le chef de l'opposition, je vous le disais, a taclé hier Benyamin Netanyahou. Mais le Premier ministre refuse, je cite, qu'Israël soit submergé par des réfugiés syriens et africains. Il a annoncé dans la foulée la construction d'une clôture à la frontière jordanienne. Joseph Emmanuel. Quand l'Europe ouvre ses frontières aux migrants, Israël les ferme. Le Premier ministre israélien est venu ce dimanche à la frontière avec la Jordanie pour poser la première pierre d'un mur qui devient donc le 4e mur entre Israël et ses voisins. L'objectif est assumé, ne pas se laisser submerger par les réfugiés syriens. Israël n'est pas indifférent à la tragédie humaine des réfugiés venus de Syrie et d'Afrique. Nous nous sommes déjà occupés avec dévouement d'environ 1000 blessés syriens. Nous discutons avec les chefs d'État africains des programmes d'aide, mais Israël est un petit pays, un très petit pays. Nous sommes dans l'obligation de contrôler nos frontières. Israël s'était déjà vu dans l'obligation de contrôler ses frontières. En 2013, une clôture électronique de 240 km de long était érigée à la frontière avec l'Égypte. Un ouvrage qui réduisait quasiment à zéro le nombre de migrants africains passant par le Sinaï égyptien. Plus de 50 000 étaient auparavant venus, essentiellement d'Érythrée et du Soudan, mais tous, en Israël, ne partagent pas ce réflexe sécuritaire. Le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, a appelé samedi l'État hébreu à accueillir des réfugiés de Syrie et pour ceux, il convoque la mémoire de la fuite des Juifs au cours des conflits passés. Une déclaration qui résonne comme un séisme en Israël. La démographie juive constitue l'un des sujets les plus sensibles et l'État hébreu est toujours officiellement en guerre avec la Syrie. Toutes les nations doivent prendre part à l'accueil de réfugiés, y compris Israël, une petite partie, et montrer que nous ne restons pas assis, cachés, que nous sommes impliqués dans un effort humanitaire totalement impliqué dans les soins de nombreux blessés syriens. Mais je crois que nous devrions accueillir aussi des réfugiés syriens. De son côté, le président palestinien veut ouvrir les portes de la Cisjordanie à ces réfugiés syriens. Mahmoud Abbas a exhorté l'ONU à faire pression sur Israël pour laisser entrer un demi-million de réfugiés syriens. Un geste humanitaire que beaucoup en Israël voient comme une autre façon de faire la guerre par la démographie. Ils ajoutent que l'autorité palestinienne ne s'est à aucun moment manifestée quand les camps de réfugiés palestiniens, dont Yarmouk près de Damas, ont été le théâtre d'affrontements et de bombardements violents de la part des forces de Bachar el-Assad. Depuis le début de la guerre civile syrienne, plus de 240 000 personnes sont mortes. La moitié de la population syrienne est en fuite, soit près de 10 millions de personnes. Cyril Amar, comment est couvert cette question d'accueillir des migrants en Israël dans la presse ce matin? Après la Shoah, Barbara, l'État juif a-t-il le devoir moral d'accueillir des réfugiés? Le débat a fait rage, on l'a vu dans le reportage en Israël, après cet appel lancé par le chef de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog. Alors appel rejeté catégoriquement hier par Benyamin Netanyahou lors du Conseil des ministres. Israël n'est certes pas indifférent aux tragédies humaines, celles des réfugiés syriens et africains, mais pour Benyamin Netanyahou, Israël est un trop petit État pour pouvoir accueillir ces réfugiés, pas assez de profondeur démographique et géographique, on va revenir sur ces deux termes. C'est pourquoi nous devons contrôler nos frontières, nous dit Benyamin Netanyahou. Alors le débat en dit long sur la moralité de nos dirigeants s'indigne ce matin l'édito principal du quotidien de gauche Haaretz, et c'est le chef de file du parti travailliste, paradoxalement, qui en prend le plus pour son grade ce matin. Plutôt que de se porter volontaire pour accueillir des réfugiés syriens, bien qu'Yitzhak Herzog nous explique pourquoi il n'a jamais levé le petit doigt pour venir en aide aux dizaines de milliers de demandeurs d'asile africains qui résident en Israël, ou tout simplement pour améliorer les conditions de vie de nos voisins, à savoir les Gazaouis. Netanyahou, lui non plus, n'est pas épargné par le Haaretz, en évoquant l'absence d'une profondeur démographique. À quoi le Premier ministre fait-il allusion, s'interroge le quotidien avant de répondre. Eh bien, Netanyahou fait allusion à la politique raciste de son gouvernement, je cite, qui consiste à voir dans les citoyens non juifs des citoyens de seconde zone dont il faut à tout prix contenir la croissance démographique. Alors, autre édito dans la rubrique opinion du Israël Hayom, c'est l'historien Yoav Heller qui prend la plume ce matin et qui estime qu'Israël a le devoir moral d'agir. Qu'importe l'inertie des pays du Golfe, qu'importe la cruauté des régimes islamistes fondamentaux et même qu'importe l'hésitation des pays européens, les Israéliens doivent être assurés que le pays qu'ils ont créé
sur les cendres de la Shoah, prennent dans cette crise humanitaire une position claire et sans aucune ambiguïté. Alors voilà, pour les éditos, Cyril a souligné également la solution qu'est en train de mettre en place Benjamin Netanyahou pour lutter contre l'immigration, mais aussi l'infiltration de terroristes, un point important que ne cesse de souligner le Premier ministre, et la solution des clôtures finalement à toutes les frontières d'Israël. Oui, double impératif, freiner le flot de migrants évidemment clandestins et puis lutter contre le RIF. C'est l'objectif qui a été poursuivi en tout cas lors des travaux de la frontière, de la barrière de sécurité le long de la frontière égyptienne. C'est le 4e obstacle qui va être érigé le long des frontières d'Israël. Clôture de la bande de Gaza d'abord, barrière de sécurité érigée en 2002 par Ariel Sharon le long de la Cisjordanie, et puis cette clôture le long de la frontière égyptienne, 240 km de long, qui avait mis fin au flot d'immigration sans précédent depuis 2010. Un petit chiffre, lorsque ces travaux sont achevés à la frontière égyptienne en 2013, seulement 34 immigrants africains réussissent à passer clandestinement depuis la péninsule du Sinaï, alors qu'ils étaient plus de 17 000 en 2011, principalement d'Érythrée et du Soudan. Alors, obstacle qui sert à contrer le terrorisme, évidemment, puisque à la frontière égyptienne, le printemps arabe était passé par là, le pouvoir a été renversé à 2 reprises, l'armée avait perdu le contrôle de la péninsule du Sinaï, ce qui avait permis aux groupes djihadistes et salafistes de perpétrer des attaques contre Israël. C'est aussi cet objectif donc qu'Israël veut poursuivre en érigeant une nouvelle clôture le long de la frontière jordanienne. C'est un projet qui devrait toutefois se heurter à quelques difficultés politiques, puisque vous savez que les Palestiniens sont tout à fait opposés à toute présence militaire dans la vallée du Jourdain. Ouais. C'est une affaire à suivre. Merci beaucoup Cyril. Et justement, de politique, on en parle avec vous, Dror Even Sapir. On l'a vu, la réponse de Benjamin Netanyahou à Yitzhak Herzog a été très ferme. Non, pas d'accueil de réfugiés syriens en Israël. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on peut parler d'une récupération politique du dossier, finalement un peu comme en Europe? Oui, tout à fait. Vous savez, Benjamin Netanyahou est quelqu'un qui est très à l'écoute des sondages, qui est très à l'écoute des courants de pensée dans la population et de l'état d'esprit de la population israélienne. Et il sait que les Israéliens, majoritairement d'ailleurs, tout comme les Français, tout comme les Allemands, tout comme la plupart des Européens, eh bien, voient d'un mauvais œil, dans le cas des Israéliens, verraient d'un mauvais œil un afflux de réfugiés, de migrants sur leur territoire en Israël. D'autant plus, et bien évidemment Benjamin Netanyahou le sait, Herzog, le chef de l'opposition, le sait aussi, que la population syrienne est considérée, à tort ou à raison, comme étant très majoritairement hostile à Israël. C'est pour ça que dans son argumentaire, Benjamin Netanyahou a mêlé l'argument démographique, mais aussi l'argument sécuritaire, et que le jour même, hier, eh bien, elle s'est rendue sur place avec son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, à l'extrême sud de la frontière israélo-jordanienne, pour superviser les travaux d'édification d'une clôture qui va, on en a parlé tout à l'heure, servir d'obstacle physique et décourager les éventuels candidats à l'immigration illégale en Israël. Alors justement, est-ce qu'Yitzhak Herzog, chef de l'opposition, a fait cette proposition par stratégie politique? C'est son rôle de tacler le Premier ministre? Ou alors est-ce qu'il était sérieux? Est-ce que cette solution d'accueillir des migrants en Israël est réaliste? Écoutez, on peut dire quand même que Herzog, sur cette histoire-là, c'est un petit peu payé de mots, parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas de réfugiés syriens en Israël. Et s'il y en aura très peu. D'ailleurs, dans l'entourage d'Herzog, on va le voir tout de suite, l'argumentaire de Yitzhak Herzog et de ses partisans a été un petit peu en retrait par rapport à ses premières propositions. Voilà, avec 2 types d'arguments. Des arguments d'abord pragmatiques. Il s'agirait d'accueillir un nombre limité, contrôlé de réfugiés, quelques centaines de personnes, et essentiellement des Druzes. Des Druzes, on sait que les Druzes israéliens en tout cas sont très pro-israéliens. Argument également émotionnel, Netanyahou a oublié ce qu'est qu'être juif, l'expérience de la Shoah, les réfugiés avant et après la Seconde Guerre mondiale. Et puis également l'autre type d'argument émotionnel, c'est souvenez-vous, messieurs Netanyahou et les dirigeants de Likoud, de Menachem Begin, le premier chef de gouvernement issu de vos rangs et qui a accueilli dès son arrivée au pouvoir à la fin des années 70 plusieurs centaines de boat people vietnamiens. Merci beaucoup, Dror Even Sapir. Allez, on va tenter de comprendre quelle est la situation concrètement ce matin en Europe, où l'afflux de réfugiés se poursuit massivement. Je vous le disais, 12 000 réfugiés arrivés en Allemagne rien qu'hier. On retrouve à Budapest notre envoyée spéciale Julia Galantia. Alors, quelle est la situation ce matin en Hongrie? Est-ce que les milliers de migrants coincés sont finalement partis en route vers l'Autriche et l'Allemagne?
Bonjour Barbara. Eh bien d'abord, 2 images pour commencer. Celle de l'impressionnante file d'attente ce matin pour acheter un ticket. Un ticket direction la frontière autrichienne, 10 €, ou direction Vienne aussi, 29 €. On a vu beaucoup de Syriens, quelques Afghans aussi ce matin, se presser avec des enfants encore à moitié endormis pour acheter ces tickets. Et puis l'autre image, eh bien, elle s'est déroulée juste derrière moi. Vous le voyez peut-être, on est à l'entrée pour rentrer dans ces trains à destination de l'Allemagne aussi. Et juste avant que les grilles s'ouvrent, eh bien, il y avait déjà de nombreux migrants qui voulaient donc rentrer. Désormais, la situation est plus calme. Ils sont rentrés dans les trains, mais vous le voyez peut-être, les trains sont encore là. Pas de départ pour l'instant ce matin dans cette gare. Alors les migrants vont tenter de partir à l'aide de voitures et de bus. Je vous rappelle qu'il y a des Autrichiens qui font l'aller-retour tous les jours, qui viennent d'Autriche jusqu'ici chercher des migrants pour les amener directement dans leur pays. Ouais, les initiatives citoyennes qui se poursuivent. À noter tout de même, Julien, que tant l'Autriche que l'Allemagne ont tenu des réunions d'urgence ces dernières heures pour progressivement retirer leurs mesures d'urgence et refermer en quelque sorte leurs frontières. C'est à cela qu'il faut s'attendre ces prochaines heures, ces prochains jours, un retour à la normale? Effectivement, on a vu ce week-end notamment l'Allemagne et l'Autriche finalement céder un peu à la pression en accueillant de nombreux migrants, mais le chancelier autrichien l'a dit très fermement, cette situation est temporaire, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde et à n'importe quel prix. Et donc effectivement, comme vous le disiez Barbara, on peut s'attendre à ce que éventuellement même l'Autriche finisse par fermer ses postes frontières aujourd'hui. On ne sait pas pour l'instant, c'est un peu encore confus, on va voir, mais tout ce qui est clair en tout cas, c'est que le message envoyé ce week-end a un petit peu changé ce lundi matin. On est d'accord pour vous accueillir, il le faut de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, mais la situation n'est pas tenable, il va falloir trouver une solution rapidement. Alors on a vu un accueil chaleureux de ces migrants en Allemagne et en Autriche de la part des citoyens. Qu'en est-il, Julia, pour finir, des Hongrois? Quel est leur sentiment quant à ces milliers de réfugiés qui se trouvent encore en ce moment en Hongrie? Eh bien, je vais vous dire, Barbara, ces habitants, ces Hongrois dont vous parlez, étaient un peu honteux quand ils ont vu l'accueil que l'on a réservé en Autriche ou en Allemagne à ces migrants. Alors, parce qu'il faut dire que la solidarité s'est organisée, mais un peu tardivement quand même ici à Budapest. Désormais, elle est bel et bien là. Il y a notamment une solidarité confessionnelle, on peut le dire, avec des Syriens, des Syriens qui vivent ici depuis des années, qui sont musulmans et qui ont voulu venir aider les Syriens, les migrants qui sont arrivés ces derniers jours. Il y a aussi des habitants qui ont voulu aussi redorer un peu l'image de la Hongrie, parce qu'après les déclarations de leur Premier ministre Viktor Orban, eh bien, il n'était pas évident de se dissocier de ces déclarations. Donc beaucoup de solidarité néanmoins avec, on l'a encore vu hier soir, des distributions de nourriture, de boissons, de couches et de vêtements chauds. Julia Ganantia depuis la gare internationale de Budapest, merci d'avoir été avec nous ce matin. Retour en Israël, en bref, la mère d'Ali Dawabsheh, ce bébé palestinien brûlé vif, a succombé à ses blessures cette nuit. Je vous rappelle que le 31 juillet, des hommes masqués avaient jeté des cocktails Molotov par les fenêtres de la maison des Dawabsheh dans le village de Douma. 8 jours plus tard, le père de famille, Saad Dawabsheh, a succombé à ses blessures. Ahmed, 4 ans, l'autre enfant de la famille, est lui toujours hospitalisé. Les funérailles de la mère de famille devraient se tenir dans la journée. Et puis sachez également que 7 policiers de haut rang en Israël vont être limogés après le meurtre par un ultra-orthodoxe juif d'une jeune fille de 16 ans. C'était le même jour lors de la Gay Pride de Jérusalem. Une enquête interne conclut à des manquements de la part de la police israélienne, notamment en matière de renseignement. On reste en Israël avec cette première visite d'Emmanuel Macron. Le ministre français de l'économie est arrivé hier et consacre en grande partie son séjour au high-tech israélien. Une façon de soigner son image de geek branché. Hier, il a donc présidé la signature d'un jumelage entre l'école polytechnique française et son homologue israélienne à Haïfa. Le ministre de l'économie était hier l'invité du Grand Direct d'I24. Il est revenu sur la récente polémique qu'avait suscité ses propos sur les 35 heures. On l'écoute au micro de Jean-Charles Banoun. J'ai dit que nous devions avoir plus d'agilité et regarder en face les chiffres. Nous travaillons moins d'heures par an que beaucoup de nos voisins. Or, ces rigidités, elles empêchent parfois de se réadapter quand on a des difficultés économiques. Vous savez, il y a 5 ans, nous avons eu une récession 2 fois plus faible qu'en Allemagne. On a détruit 7 fois plus d'emplois. Donc il y a une rigidité française. Et en même temps, on est dans un monde de changement rapide.
Israël en est le formidable exemple. Dans ces mondes de changement, il faut pouvoir réallouer très vite les forces de travail. Il faut pouvoir aider les femmes et les hommes qui travaillent à se réorienter vers d'autres secteurs. Travailler davantage, en particulier pour les plus jeunes mais aussi les plus seniors, donner plus d'agilité aux entreprises pour organiser le travail. Je préfère parler d'organisation du travail, c'est se donner la capacité collective à réussir davantage. On doit toujours se comparer et on doit toujours regarder son pays à l'aune des autres et de la marche du monde. Et donc, oui, nous devons continuer à nous réformer, à nous comparer et à nous renforcer. Voilà, et le rendez-vous politique à ne pas manquer aujourd'hui, c'est le président François Hollande qui tiendra dans moins de 3 heures sa conférence de presse de rentrée en direct depuis l'Elysée. De 11h à 13h, le chef de l'État répondra aux questions de politique nationale et internationale des journalistes accrédités. Cette 6e conférence de presse du président respectera la même scénographie que les précédentes. Après un court propos liminaire, le chef de l'Elysée se pliera donc au jeu des questions-réponses. Et puis c'était l'événement politique du week-end. Le FN a tenu son université d'été. Jean-Marie Le Pen a finalement évité de s'y rendre, évitant un nouveau scandale, mais il n'a toutefois pas exclu de faire vivre sa formation en dehors des rangs du FN. Marine Le Pen a quant à elle été acclamée par une foule qui scandait « Marine présidente », Léa Volbert. L'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau. C'est sur ces mots que Marine Le Pen a clôturé l'université d'été du Front National. 1h15 de discours, essentiellement axé sur son sujet de prédilection, l'immigration. Sans cesse dans le débat public nos solutions pour arrêter cette folie. Retrouver et maîtriser nos frontières contre l'Union européenne et Schengen. Réduire au strict minimum l'immigration légale. Réformer le code de la nationalité, notamment en supprimant le droit du sol, qui est l'acquisition automatique de la nationalité. À 87 ans, Jean-Marie Le Pen ne semble pas disposé à abandonner la partie. Samedi, il a appelé les dirigeants actuels à intégrer ses partisans dans les listes pour les régionales en décembre prochain. Beaucoup d'entre eux ont été exclus du parti. Pourtant, ce dimanche matin, Marion Maréchal Le Pen s'est dite prête à discuter avec son grand-père. Au FN, je veux dire à continuer à garder le magasin ouvert. Mais il a vendu le fonds de commerce, c'est-à-dire que maintenant, Madame Le Pen, elle revient sur tout, elle trahit les Français, elle se confond en parricide. Nous, ce ne sont pas nos idées, nous sommes la droite nationale, canal historique. S'il a finalement renoncé à perturber l'université d'été du FN, à laquelle il n'était pas convié, l'ancien président du Front National n'a pour autant pas manqué de se faire remarquer. Samedi, il a annoncé vouloir constituer un rassemblement bleu-blanc-rouge. Problème, dans ses statuts, le Front National interdit la double appartenance à un autre parti ou mouvement, quel qu'il soit. Ce qu'il veut, il est un homme libre. Mais au sein du Front National, il n'y a pas d'association politique constituée qui s'apparenterait à un courant politique. Ça n'est pas l'organisation du Front National. Au passage, ça ne l'a jamais été. Second problème, Nicolas Dupont-Aignan a déjà déposé en 2012 l'appellation Rassemblement Bleu-Blanc-Rouge au nom de son mouvement Debout la France. Le député de l'Essonne a d'ores et déjà fait savoir qu'il porterait plainte contre Jean-Marie Le Pen si celui-ci refusait de revenir sur sa décision. Bien évidemment, on s'arrête un instant sur un sondage paru ce week-end. Marine Le Pen finit en tête du premier tour des présidentielles 2017, quel que soit le candidat des Républicains, quel que soit le candidat des Socialistes. Effectivement, et puis énorme désaveu pour le président François Hollande. Alors un sondage qui n'est pas en soi une surprise, on commence à les connaître, ces résultats sont un petit peu répétitifs, c'est le 5e ou le 6e du genre, mais la différence c'est que l'échéance, la fameuse échéance de 2017 ne cesse de se rapprocher. Alors ce nouveau sondage IFOP pour le Figaro RTL, président Hollande qui arrive derrière Le Pen, Sarkozy et Juppé. C'est pas donc ce premier sondage où il est exclu du premier tour, mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est que ça donne un signal clair aux socialistes. Un score qui plafonne à 19%. Marine Le Pen en tête, entre 27 et 29%, en fonction de si elle affronte Nicolas Sarkozy ou François Juppé, qui sont à une désespérante égalité à 25%. Un socle hollandais d'une extrême fragilité aujourd'hui pour le Parti socialiste. Un très clair renforcement de la droite et de l'extrême droite. À noter aujourd'hui ce chiffre extrêmement significatif pour François Hollande, surtout à quelques heures de sa 6e conférence de presse et de sa rentrée médiatique à l'Elysée. 78% des Français souhaitent aujourd'hui que Hollande ne soit pas
candidat, un désaveu de plus. La image d'union à la Baule ce week-end pour les candidats à la primaire des Républicains. Voilà, c'était une des images politiques à souligner du week-end. Allez, on revient un instant, Myriam, sur le discours de clôture de cette université d'été du FN. Marine Le Pen a eu des mots classique, on va dire, de la rhétorique du Front National, des mots qu'elle se permet peut-être maintenant que la saga familiale est derrière elle. Exactement, c'est un véritable retour aux fondamentaux pour Marine Le Pen. C'est le message qu'elle a voulu donner lors de ce fameux discours de clôture de cette université d'été qui était très attendu. Il lui a permis bien sûr de rebondir sur la crise des migrants, un petit peu de couper l'herbe sous le pied à son très cher père et puis bien sûr de pousser François Hollande et Nicolas Sarkozy qui ne s'étaient pas suffisamment exprimés sur la question. Alors ces arguments, on les connaît, il faut sortir de Schengen, il faut la suppression du droit du sol, de l'aide médicale d'État, il faut relancer la priorité nationale. Marine Le Pen a totalement oublié l'économie pour se concentrer sur l'immigration avec des propos très durs, très radicaux. L'immigration, un fardeau et pas une chance. Et puis bien sûr, je mettrai l'islam radical à genoux. Elle tente de renouer avec son noyau du Front National et selon les derniers sondages, eh bien cela lui réussit. Merci Myriam Danan. Et c'est toujours durant l'université d'été du Front National qu'on a pu découvrir des t-shirts aux couleurs du Maroc ou encore de la Chine, une révélation plutôt embarrassante pour le FN qui joue la carte du bleu-blanc-rouge Betsabé. Ouais, c'est ce qu'on appelle définitivement un bad buzz, des t-shirts qui ont été confectionnés spécialement à l'occasion de l'université d'été et dont l'étiquette affiche des Made in Morocco et Made in China. L'un des premiers à avoir remarqué la provenance de ces hauts, Sylvain Chazot, journaliste européen, et puis bien sûr des réactions à foison sur Twitter depuis. En exemple relativement modéré, vous avez C'est ballot quand même, oui, c'est une litote. Certains de répondre, ouais bon, on utilise tous au quotidien des objets made d'ailleurs, entre l'iPad, le stylo, etc. Réflexion contrecarrée, cela dit, par ce contre-argument. Enfin bon, moi je ne fais pas mon beurre avec la préférence nationale. Alors seul objet trouvé provenant bel et bien du sol français à l'université du FN, des lunettes de soleil vendues 10 € la paire et là certifiées Made in France. Alors, le FN n'était pas seul, même style d'erreur chez les Républicains cet été aussi. Oui, révélé par Marianne le 3 juin dernier, des t-shirts confectionnés au Bangladesh par les Républicains, vendus par les Républicains, la raison invoquée par les LR, les délais et les impératifs économiques du parti. Les Républicains qui soulignent, mais les logos ont été imprimés en France, alors un peu plus, et ils prétendraient avoir relancé le secteur du textile. Il n'empêche, ce genre d'impératif n'est pas sans conséquence. On rappelle qu'au Bangladesh, le 13 mai 2013, 1129 ouvriers sont morts dans un immeuble qui s'est effondré, le Rana Plaza, immeuble vétuste où des travailleurs étaient exploités. Alors, avant de se quitter, un petit tip façon page jaune pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'usine de confection de textile en France. Voici un petit coup de main. Vous en avez une à Chanteclair, c'est dans l'Aube. Vous en avez une à Le Mayeux, à Saint-André, Bleu de Paname entre Paris et Roubaix ou encore 415 près de Caen. Et oui, il y a des usines de confection de t-shirts en France, pour ceux qui ne le sauraient pas à droite. Voilà, merci de nous le rappeler, Betsabé. À suivre, qui est vraiment Alain Soral? Deux journalistes déconstruisent le personnage et signent un livre intitulé « Le système Soral, enquête sur un facho business ». Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. Sur ce plateau du Morning, merci d'être avec nous. Direction le Maroc à présent qui poursuit sa mutation politique. Le parti islamiste a remporté l'ensemble des grandes villes du pays pour les régionales et communales qui se tenaient ce vendredi. Explication Myriam Aman et on en parle jusqu'après. Les islamistes marocains ont gagné leur pari. Après 4 années au gouvernement, ils remportent les élections locales, les premières au suffrage universel direct. Ils arrivent ainsi en tête au régional en remportant des régions importantes comme Rabat, Casablanca ou encore Marrakech. Le parti de la justice et du développement n'arrive qu'à la 3e place au municipal, mais est la seule formation à tripler son score de 2009. Pour les islamistes, le message sorti des urnes est clair.
Le PJD a obtenu ces résultats grâce à sa gestion au gouvernement depuis 4 ans. C'est vrai que c'est une manière particulière de gérer, différente de ce qui se faisait dans le passé. Cette victoire est partagée entre le PJD et ses alliés. Ce n'est pas uniquement la victoire du PJD. Le parti islamiste vise déjà les législatives prévues l'année prochaine et se place en pole position pour ce scrutin. Mais le PJD devra compter avec un adversaire déterminé et coriace, le parti Authenticité et Modernité, la formation libérale fondée par l'un des conseillers du roi Mohamed VI. Moi, personnellement, ma lecture est très simple et je l'ai toujours dit. Le PJD a un projet politique et un projet social qui a une interprétation spéciale de l'islam. Il y a un État parallèle en dessous qui a fait son travail. C'est un État dans l'État. Il travaille dans l'ombre et son projet ne se limite pas au Maroc, mais s'étend partout. Le véritable test se fera donc en 2016, d'autant que ces élections locales de vendredi n'ont pas rencontré le succès escompté. Seuls 53% des Marocains se sont rendus aux urnes, un taux de participation à peine plus élevé qu'en 2009. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces élections locales étaient un test pour les islamistes. Un test réussi, Barbara, puisque les dernières élections législatives datent de 2011 et ils avaient remporté, le parti Justice et Développement avait remporté ces élections. Alors rappelez-vous, 2011, c'est l'année du printemps arabe et du mouvement du 20 février au Maroc. Les islamistes n'ont pas participé à ce mouvement populaire qui exigeait des réformes, mais ont tout de même remporté, puisque c'était l'alternative du mouvement, donc ces élections anticipées que Mohamed VI avait organisé pour calmer la rue. Alors vendredi aux élections locales, les islamistes enregistrent une nette avancée. Ils ont récolté en fait les voix des campagnes et des zones rurales, mais pas seulement. Il y a également ceux qui n'épousent pas l'idéologie des islamistes, mais qui étaient sensibles aux paroles et aux déclarations contre la corruption. Écoutez, alors c'était une militante du mouvement justement du 20 février et c'était avant ces élections. L'arrivée d'un nouveau parti qui n'a jamais été au pouvoir a créé chez les Marocains peut-être un certain espoir de voir leurs revendications et leurs demandes exaucées, comme la lutte contre la corruption. Surtout que le PJD a utilisé le slogan « La lutte contre la corruption » lors de sa campagne électorale. Alors la question qu'on se pose, c'est évidemment de savoir si cette victoire des islamistes à ces élections locales assure leur victoire pour les législatives qui doivent se tenir l'année prochaine. Alors on est tenté de dire oui, mais c'est difficile à dire parce que le taux d'abstention était très élevé lors de ce scrutin local, avec 53% seulement de personnes qui se sont rendues aux urnes. Alors il est possible que d'ici les législatives l'année prochaine, l'opposition puisse donc mobiliser ses troupes et les faire venir aux urnes. Au-delà de cette participation, il faut savoir que le parti Authenticité et Modernité est soutenu par Mohamed VI et a donc toute la publicité dont elle peut jouir d'importants relais médiatiques et institutionnels. Mais c'est aussi une faiblesse du PAM, de ce parti libéral, puisque, vous le savez, les personnes sont encore nombreuses à dénoncer la corruption au sein de la tête de l'État du Royaume du Maroc. Et donc ça pourrait jouer en défaveur de ce parti et en faveur des islamistes. Merci beaucoup, Myri. Allez, direction l'Arabie Saoudite, qui elle aussi lutte contre le recrutement de terroristes par Internet. Alors pour éviter de céder à ce chant des sirènes de Daesh, eh bien la monarchie pétrolière vient de lancer une campagne sur Twitter. On regarde à quoi ça ressemble avec Solal Azerwal. Une campagne antiterroriste en ligne et sur Twitter. À l'origine de cette initiative, le prince Faisal Ben Michal, gouverneur de la région de Qassim, ce prince saoudien décide de sensibiliser l'Arabie Saoudite sur les enjeux terroristes dans son pays. Ses objectifs : empêcher la jeunesse d'intégrer les rangs de Daesh, contrer la propagande djihadiste de l'État islamique et redorer l'image de l'islam. Pour le monde entier, l'islam est associé au terrorisme. Mais l'Arabie Saoudite s'érige contre le terrorisme et je veux le dire au reste du monde. Nous ne supportons pas le terrorisme et nous ne les aidons aucunement. La monarchie pétrolière du Golfe choisit donc d'investir les réseaux sociaux. Baptisée « Ensemble contre le terrorisme », la campagne est désormais traduite et diffusée en anglais. Une façon de prouver au reste du monde que l'Arabie Saoudite s'oppose au terrorisme. Une grande partie du monde occidental perçoit l'Arabie Saoudite comme le centre de l'islam.
L'intervention publique du prince me réjouit en tant qu'individu musulman. C'est la preuve que l'islam n'a jamais permis l'émergence de ces terroristes. Ils commettent des actes terroristes de leur propre gré. Alors grâce à Dieu, je suis fier. Une fierté qui se traduit dans les chiffres. En juillet, le ministère saoudien de l'Intérieur annonçait avoir arrêté 431 activistes de l'État islamique. Retour en France avec cette question: qui est vraiment Alain Soral? Deux journalistes déconstruisent le personnage et signent un livre intitulé Le système Soral, enquête sur un facho business. Il lève le voile sur cet intellectuel antisémite, homophobe et misogyne qui se dit anti-système et qui s'avère être un très bon businessman. C'est ce qu'on voit avec vous. Dror, d'abord, en quelques mots, qui est Alain Soral? En fait, il s'appelle Alain Bonnet. Et vous vous souvenez de l'actrice Agnès Soral qui a eu son heure de gloire dans les années 80, les années 90. Eh bien, Bonnet, c'était sa sœur. Et Alain Bonnet s'est servi de ce patronyme pour s'introduire dans les milieux un peu branchés, dans les milieux des boîtes de nuit des années 80. Il a essayé d'être un peu un prince de la nuit parisienne, sans vraiment de succès. Il s'est reconverti donc dans la polémique d'extrême droite. Après un petit passage au Parti communiste français à l'époque où c'était pas du tout la mode, ou à l'époque où le mur de Berlin venait de chuter, où le bloc soviétique s'effondrait, eh bien un petit peu par provocation, par volonté de la contradiction, eh bien Soral avait rejoint le PCF et puis ensuite il a rejoint le Front National, et au sein du Front National il a créé une association qui existe toujours, qui s'appelle Égalité et Réconciliation, et qui est basée sur l'idéologie soralienne, avec une obsession antisémite. Les Juifs contrôlent tout, les Juifs aspirent à la suprématie mondiale, un air connu mais qui prend des aspects véritablement obsessionnels chez Soral. Homophobie également, misogynie également, tout ça, ça fait partie du système Soral, et ça marche. Alors, dans ce livre, plusieurs révélations, vous l'avez dit, sur son passé plus ou moins trouble, sur l'itinéraire de ce polémisme. Mais les vraies révélations du livre concernent sa fortune personnelle, ce facho business, comme le titre ces deux journalistes. Oui, alors c'est un petit peu ironique parce que le slogan d'égalité et réconciliation, le mouvement d'Alain Soral, c'est droite des valeurs et gauche du travail. Ouais. Bien, gauche du travail, Alain Soral est quelqu'un d'absolument fortuné. On va le voir sur ce petit graphique qui va nous montrer un petit peu. Et on doit aux deux auteurs du livre, bien évidemment, Robin D'Angelo et Mathieu Mollard, ces révélations, et 7 millions de visiteurs mensuels sur le site Égalité et Réconciliation, tout ça, ensuite, ça engrange bien évidemment des revenus importants. 33 millions de vues sur la chaîne Dailymotion du mouvement, des vidéos sur demande, des produits bio, ça marche, et des vins, des stages de survivalisme un petit peu sur le mode de l'extrême droite américaine, pour survivre en cas d'apocalypse ou de prise du pouvoir par un complot juif mondial. C'est important de savoir comment survivre. Édition de livres antisémites, plus de 2 millions de chiffres d'affaires par an, c'est une estimation des auteurs pour la société Culture pour tous qui gère tout ce facho business, pour reprendre l'expression des auteurs. Alors comment expliquer que ça marche tant, ce système Soral, cette idéologie, ces millions et millions de personnes qui viennent suivre ce qu'a à dire Alain Soral? Ça dit beaucoup de choses très inquiétantes, très préoccupantes sur l'état d'esprit qui règne dans certains milieux en France, parce que des polémistes délirants du genre de Soral, il y en a toujours eu, des humoristes antisémites à la Dieudonné, là aussi, c'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau avec ces deux personnages qui sont très proches, on sait, c'est que ça marche. Ça marche, et ça marche bien. Les affaires d'Alain Soral sont florissantes. Il y a aussi la mode du conspirationnisme. On nous cache tout. C'est quelque chose, ça a un air connu, surtout depuis le 11 septembre, mais pas seulement le fait que les crises économiques à succession, le fait que peut-être aussi avec la construction européenne, la mondialisation, les gens se sont dépossédés de leur souveraineté, et bien ils ont tendance malheureusement à croire en des thèses délirantes et en des thèses conspirationnistes. Et Soral est passé maître dans l'art de gérer ce genre de paranoïa. Je pense que lui-même, il est paranoïaque, mais c'est un très bon businessman. Il a un côté aussi très, très rationnel, et on a vu avec ce graphique qu'il sait appuyer là où ça fait mal, et il sait engendrer de très importants revenus. Il habite dans un très confortable duplex à Saint-Germain-des-Prés. Il entretient un garde du corps qu'il loge dans un appartement, là aussi, à ses frais. Donc voilà pour la gauche du travail, comme il dit. Voilà pour ces révélations dans ce livre, Enquête sur un facho business, aux éditions Calman Lévy. Merci beaucoup.
Ce sont des excuses tardives mais très attendues. 30 ans après les faits, l'agent de la DGSE qui a coulé le Rainbow Warrior s'excuse et détaille ce fiasco. Vous vous en souvenez peut-être, il s'agit de ce bateau de Greenpeace venu perturber des essais nucléaires dans le Pacifique. L'explosion avait causé la mort d'un photographe de l'association. Rappel des faits signé Océane Nicole. C'était il y a 30 ans, le 10 juillet 1985, des agents français coulent le Rainbow Warrior, un navire reconverti par Greenpeace pour perturber les essais nucléaires français dans le Pacifique. Le bateau coule dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande, avec à son bord Fernando Pereira, un photographe de 35 ans qui ne survivra pas au naufrage. 30 ans que cet ex-agent de la DGSE chargé de poser la bombe sur le Rainbow Warrior culpabilise. J'ai pensé que c'était quand même une occasion pour moi d'exprimer à la fois mes profonds regrets et d'exprimer mes excuses. D'abord à la famille de Fernando Pereira, notamment sa fille Marelle et sa famille, pour ce que j'appelle moi une mort accidentelle et ce que eux estiment être un assassinat. Je voulais aussi m'excuser auprès des membres de Greenpeace qui étaient à bord du Rainbow Warrior cette nuit-là, et puis aussi auprès du peuple néo-zélandais. Selon lui, les autorités françaises ont délibérément choisi de couler le navire alors que d'autres solutions moins risquées étaient envisageables. Le directeur général de Greenpeace affirme que cette attaque était un crime et non un accident. Ce dernier dénonce la mort d'un innocent au nom d'une raison d'État. Quant à Jean-Luc Kister, il ne comprend toujours pas la volonté du gouvernement de neutraliser le bateau. On lui aurait dit que Greenpeace était infiltré par les services soviétiques du KGB. Pour nous, les gens de Greenpeace étaient des fauteurs de troubles un peu sympathiques, engagés certes, mais pas vraiment dangereux, quoi. Donc on se demandait pourquoi Greenpeace. On comprenait qu'on nous fasse sauter des bateaux de Kadhafi qui menaient des attentats, etc., comme ça a été le cas en 80, mais Greenpeace, c'était vraiment étonnant. Après l'incident, Paris avait versé des indemnités et les essais atomiques avaient cessé en 1996. Pour l'ex-agent, un mystère demeure, la part de l'implication du président François Mitterrand, alors en fonction. Mathias Inmar, plusieurs questions sur cette affaire. D'abord, pourquoi ce remords tardif 30 ans après les faits? Bonjour Barbara, tout simplement faire le buzz, se faire connaître son histoire, sa propre histoire, et parce que ce monsieur a des remords, tout simplement parce qu'il y a eu un mort dans cette histoire. Et il faut le savoir quand même que ce n'est pas le seul qui a des remords, celui qui n'a pas encore parlé, c'est le frère d'une certaine Ségolène Royal. C'est lui, Gérard Royal, qui a posé la bombe et qui a causé la mort de cette personne et qui a coulé le bateau. En tout cas, cette personne, pourquoi elle n'a pas parlé et pourquoi c'est ce dernier, cet agent de la DGSE qui parle? Tout simplement parce que le jour où Ségolène Royal a failli être présidente, eh bien son frère, on lui a demandé de rester très discret. Et pour répondre à votre question, pourquoi maintenant? Eh bien, c'est extrêmement rare au sein des services secrets français, au sein surtout de cette action, service action de la DGSE, que les personnes parlent. Ce n'est pas accepté dans la profession. Alors, c'est rare parce qu'ils sont tenus au secret professionnel, tout simplement? Tout simplement. Il y a 3 services actions dans les services services secrets internationaux. Il y a le SBR qui est en Allemagne, le service action au sein de la DGSE et ici le Kidon au sein du Mossad, Barbara. Et donc, il y a des personnes qui ont parlé. Très rare au niveau de la France, il y a Pierre Martinet, que l'on invite ici régulièrement, ancien membre des services actions de la DGSE, qui a dévoilé son appartenance à la DGSE après avoir été pris la main dans le sac pour espionnage économique au profit de Bruno, en tout cas à l'encontre de Bruno Gassio de Canal+. Il y a eu Pierre Sirami. Vous allez voir sans doute Pierre Sirami, c'est celui qui, dans les années 70, ensuite 2000, a créé le service satellitaire de la DGSE qui va ensuite inciter Dominique de Villepin à ne pas intervenir en Irak. Et il y a surtout Ossares, le général Ossares, qui a développé les services de torture pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Ils étaient trop bavards, disait-on, dans la profession. Voilà, très peu d'agents qui parlent. Pour finir, est-ce que la France a organisé secrètement, publiquement, d'autres actions de ce type? Contre la LFLN, notamment couler des bateaux. Il y avait des coulages de bateaux, des personnes éliminées également à Genève. Et puis la France, dans son histoire, a essayé
essayer d'arrêter et d'essayer le plus possible d'arrêter les hautes personnes des services ennemis. Merci beaucoup, Mathias Inbar. À suivre, après un nouveau journal, un film iranien qui fait polémique. Il retrace la vie du prophète Mahomet. Ce sera donc après un nouveau point sur l'actu avec Eleonore Veil. Sur le plateau du Morning Amour de football israélien dans cette édition. C'est l'histoire d'une petite équipe de province sans star et sans beaucoup d'argent, mais qui, contre tout attendre, réussit à se hisser en haut du classement ces dernières années. Nouvelle surprise pour le Hapoel Kiryat Shmona, l'entraîneur est arabe israélien, une première dans l'histoire du pays. Mathias Inbar. Discret, il est pourtant en train de marquer l'histoire du football israélien. Son nom est plutôt méconnu de la scène internationale. Salah Khasarma, véritable symbole de l'Hapoel Kiryat Shmona, il vient d'en devenir l'entraîneur, le premier arabe israélien à la tête d'une équipe de première division de football dans le pays qui ne soit pas issu, comme Bnei Sarnin, de la communauté arabe israélienne. Un titre, d'ailleurs, qui le gêne. Je ne suis pas d'accord sur votre définition de l'équipe israélienne. Ici, on a toujours voulu qu'il y ait des joueurs arabes. Je suis ici depuis 10 ans et je n'ai jamais ressenti de différence de comportement à mon égard. Mais j'espère que mon cas poussera d'autres entraîneurs arabes à accéder à cette fonction, que tous les entraîneurs, d'ailleurs, réussissent. Kiryat Shmona fait partie des petits poussés en Israël. Un stade vétuste, des infrastructures sommaires, et pourtant la magie opère ces dernières années. Un premier titre de champion 2012, Salah l'avait alors gagné comme joueur à 38 ans. Et depuis, le club fait partie du top 3 en Israël. Khasarma a d'ailleurs écrit l'une des plus belles pages de son histoire en remportant récemment le trophée des champions face au prestigieux Maccabi Tel Aviv. Ici, je le répète, à Kiryat Shmona, on ne fait pas de différence. Juifs, arabes, boliviens, brésiliens, un même vestiaire, une seule équipe et une seule famille. C'est le secret de la réussite de Kiryat Shmona ces dernières années et cela va continuer. Et la preuve, sur le terrain, au cours d'une séance d'entraînement, les défenseurs sont arabes israéliens, l'attaquant est français et le buteur du jour, défenseur de formation, est bolivien. Un melting pot, l'identité du club, dans une ville située à 2 km de la frontière avec le Liban. Le projet de Salah Khasarma pour cette saison, rester dans le top 3 israélien, s'imposer comme un entraîneur de premier choix et pourquoi pas un jour atteindre la sélection nationale. Mathias Inbar, c'est vous qui avez tourné le reportage. Alors en quoi cette nomination est exceptionnelle? Exceptionnelle parce que vous connaissez sans doute l'Hapoel Bnei Sarnin, c'est une équipe qui est qualifiée de judéo-arabe. Et donc il y a eu des entraîneurs et arabes israéliens et juifs au sein de cette équipe, mais Kiryat Shmona est considérée, alors entre guillemets, comme une équipe juive, c'est-à-dire israélienne, non issue de la communauté arabe. Et donc c'est la première fois, c'est exceptionnel qu'un entraîneur arabe israélien nommé à cette tête. Il faut quand même souligner que c'est un enfant de la maison, puisque Salah Khasarma a joué, ça fait 10 ans déjà qu'il est à Kiryat Shmona, il a gagné un titre de champion d'Israël avec cette équipe. Et donc il n'y a rien d'exceptionnel finalement selon lui à être nommé, mais il faut tout de même qualifier cette nomination. Voilà, parce que c'est un sujet quand même sensible, la minorité arabe au sein du foot israélien. On a beaucoup parlé il y a quelques semaines du Beitar, Jérusalem, du racisme anti-arabe de cette équipe. Comment ça se passe au niveau des championnats entre juifs et arabes? Il n'y a que finalement le Beitar, où il n'y a aucun arabe israélien depuis le départ qui joue à l'intérieur de cette équipe, parce que sinon, toutes les équipes du championnat israélien, que ce soit en première ou en deuxième division, eh bien, intègrent des joueurs d'origine arabe musulmane. Il y a aussi des joueurs du Caucase, des musulmans du Caucase. Il y a des chrétiens. Il y a dans ces équipes du championnat israélien, il y a toute
origines confondues. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce reportage, parce que c'est de montrer aussi que finalement le bêta reste marginal face à ce comportement qui est qualifié de raciste face à ces minorités. Et au sein de la sélection israélienne, il y a une mixité ? Oui, vous allez le voir successivement. Il y a eu Walid Badir qui était le symbole de la réussite de l'Hapoel Tel Aviv et au sein même de l'équipe nationale d'Israël. C'était véritablement Walid Badir numéro 10, c'était le stopper, le libéro, le Laurent Blanc de la sélection israélienne. Et puis le grand Abbas Wan, vous allez le voir dans quelques instants, Abbas Wan, qui grâce à lui, eh bien, Israël avait réussi, vous allez voir ce but magnifique en dehors de la surface de réparation, Abbas Wan. C'est lui contre l'Irlande du Nord qui avait réussi à faire en sorte qu'Israël poursuive sa campagne de qualification. Bref, il y a des grands noms de joueurs arabes au sein même de la sélection israélienne. En ce moment, il y a Bibras Netro, qui est d'origine du Caucase musulman, et Biram Kial, qui joue au Celtic Glasgow. Voilà pour le foot israélien et la mixité judéo-arabe. Merci beaucoup, Mathieu Sillard. Allez, on reste dans le nord d'Israël, toujours au sujet de la minorité arabe israélienne dans la ville de Nazareth, en Galilée. Le gouvernement a lancé il y a 2 ans un parc industriel. Objectif, intégrer cette minorité dans l'essor du high-tech israélien. Reportage signé Anthony Lesme. Nazareth concentre les espoirs d'un développement des hautes technologies au cœur même de la minorité arabe. Éloignée du centre du pays et des terres de la Startup Nation, la plus grande ville arabe du nord d'Israël est décidée à rattraper son retard. Le chemin est long puisque seulement 2% des Israéliens qui travaillent dans le high-tech viennent de ces minorités. Ils sont donc peu nombreux à profiter des hauts salaires et du plein emploi qu'offre ce secteur plein d'avenir. Un problème d'équité puisque cette communauté représente 20% des citoyens du pays. La communauté, l'espace et l'écosystème ne sont pas encore à maturité. La ville se transforme. Première promesse réalisée, l'ouverture il y a 2 ans du parc industriel de Nazareth, avec pour espoir de créer 1000 emplois d'ici 10 ans. Pour doper le développement économique des secteurs arabes, le gouvernement israélien a débloqué un budget de plus de 170 millions de dollars. Je pense que c'est très important à ce stade, car c'est la première étincelle qui pourrait alimenter l'ensemble du système, et sans ce moteur, on ne pourrait probablement pas commencer à travailler. Le gouvernement subventionne les incubateurs, les accélérateurs et les start-up elles-mêmes. Une subvention peut couvrir jusqu'à 55% des coûts en recherche et développement lors du premier exercice d'une entreprise. L'argent est nécessaire pour faire décoller un grand nombre de ces projets. Certains affirment que les investisseurs sont difficiles à convaincre quand vous êtes un arabe dans un État majoritairement juif. Pour investir dans une start-up arabe, il ne suffit pas de vérifier l'idée et disons le potentiel du marché. Il faut aussi vérifier l'entrepreneur lui-même parce qu'il est arabe. Mais les difficultés sont aussi côté arabe. La citoyenneté israélienne est un frein pour commercer avec le reste des pays du Moyen-Orient. Certains de nos entrepreneurs travaillent déjà dans le monde arabe, mais ils ne se présentent pas comme appartenant à une société israélienne. Ils doivent se faire enregistrer en Cisjordanie ou en Jordanie. Les startups sont donc obligées de s'enregistrer en dehors d'Israël, et beaucoup choisissent finalement de déménager. Autant de raisons qui minent toute croissance possible pour l'écosystème naissant de Nazareth. Le gouvernement israélien est décidé à aider davantage. Il vient de débloquer 230 millions de dollars aux différentes collectivités du nord du pays. Coup de projecteur à présent sur un film qui fait beaucoup parler de lui. C'est une super production, le film le plus cher de l'histoire du cinéma iranien. Il a demandé 7 ans de travail et retrace la vie du prophète Mahomet. Alors cette fresque historique fait ça le comble, mais crée la polémique. Cyril, pourquoi ? Alors c'est le plus long métrage, vous l'avez dit, de l'histoire du cinéma israélien, du cinéma iranien, quel lapsus. 3 heures de film, une superbe production, le plus gros budget de l'histoire du cinéma, 35 millions d'euros, Barbara, c'est énorme, en partie financé par l'État iranien, on va y revenir, une fresque sur l'islam, donc qui raconte, vous l'avez dit, l'enfance du prophète Mahomet jusqu'à l'âge de 13 ans. Et je vous propose sans plus tarder qu'on regarde un petit extrait.
à peine sorti en Iran, le film a fait salle comble dans les 140 salles dans lesquelles il a été projeté. Les Iraniens n'ont pas été sensibles à la beauté des images, au décor et à l'histoire elle-même. Je vous propose d'écouter la réaction d'une spectatrice qui venait de sortir de la projection du film. Même si toutes les religions ont une mauvaise vision de l'islam, M. Majidi a affiché son respect à toutes les religions, y compris le christianisme et le judaïsme, pour ne pas les offenser. Il leur a donné également une bonne idée de l'islam. Voilà, alors quelques heures plus tard, après la projection à Téhéran, deuxième thèse pour Majid Majidi, le grand réalisateur iranien qui signe ce film. C'était au Festival des films du monde à Montréal. Alors Majid Majidi veut défendre l'idée ou la vision d'un islam pacifiste. Il veut en finir, dit-il, avec l'image violente de l'islam, d'un islam mal compris et qui est véhiculé par les groupes armés djihadistes. On écoute au micro du Festival des films des mondes à Montréal. Rien n'a été fait sur cette partie de la vie du prophète Mahomet ces 40 dernières années. Le monde ignorait son histoire. Quand les gens entendent parler de l'islam, ils ne connaissent rien du prophète. Ce film apporte un nouveau savoir au monde. Ce qui m'a enthousiasmé, c'est la méconnaissance du prophète Mahomet. Quand l'Occident entend parler de l'islam radical ou terroriste, il pense qu'il s'agit d'une interprétation directe de l'islam, ce qui est complètement faux. C'est très éloigné de la religion. Nous avons vu ce film comme un devoir de fournir une réelle introduction à l'islam et au prophète Mahomet. Alors contrairement à ce qu'on a pu voir à Téhéran, en marge du festival à Montréal, Majid Majidi et son film ont été quelque peu chahutés par des opposants au régime iranien. Pourquoi ? Bien parce que on reproche au réalisateur iranien que ce film fait au fond le jeu des dirigeants iraniens qui essayent de présenter un islam modéré alors qu'il est souvent, qu'on associe souvent la République des ayatollahs à un islam violent, un islam djihadiste, une sorte de soft power iranien après l'accord signé à Vienne. Voilà ce qu'ont reproché donc les opposants les opposants iraniens qui étaient donc réunis à Montréal. Un film financé en partie par l'État, on le rappelle, absolument, vous l'avez dit. Et puis ce film qui crée aussi la controverse sur le plan religieux. Oui, et sur ce plan-là, on peut dire que Majidi a déjà fait un flop parce qu'il espérait, lui, que son film unisse plutôt qu'il ne divise les sunnites et les chiites dans le monde de l'islam. Alors, levée de bouclier dans le monde sunnite, évidemment. Les plus hautes instances sunnites, qui a commencé par celle de l'Arabie Saoudite, qui ont jeté l'anathème sur ce long métrage, à l'exemple de ce grand moufti d'Arabie Saoudite, le cheikh Abdelaziz El-Cheikh, qui a vivement critiqué la sortie du film. C'est un film païen, une œuvre hostile à l'islam. Sa projection est illicite selon la charia. Et puis, un peu plus tôt cette année, c'était le grand imam de l'université Al-Azhar du Caire, Ahmad Al-Tayeb, une des plus hautes autorités de l'islam sunnite, qui avait rappelé son opposition à toute représentation du prophète, une représentation qui, selon lui, rabaisse le statut spirituel de Mahomet. On précise quand même que pendant les 3 heures du film, à aucun moment, qu'il s'agisse de Mahomet nourrisson ou Mahomet adolescent, le visage du prophète n'apparaît dans le long métrage. Voilà pour cette super production iranienne, Mahomet. Merci beaucoup Cyril. Anwar Eshki, c'est le nom d'un ancien général saoudien, l'un des plus proches conseillers du nouveau roi Salman, mais il est surtout l'homme à travers qui l'Arabie saoudite et Israël se parlent. Un dialogue qui peut faire basculer l'histoire du Moyen-Orient. Arabie saoudite, le général qui voulait la paix. C'est un entretien exclusif d'Enrique Zimmerman pour I24. Général Anwar, merci beaucoup de nous accorder cette interview. À travers les publications de votre centre, vous écrivez beaucoup sur la situation au Moyen-Orient. Les luttes dans le monde ont changé. De luttes idéologiques, elles sont devenues économiques. Les États-Unis ont désigné le Moyen-Orient comme terrain central et leur théorie est la suivante. Quiconque contrôle le terrain central contrôle l'économie du monde. L'Iran, en pensant à une renaissance de l'Empire perse qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, voudrait s'étendre en Irak et en Syrie jusqu'à atteindre la Méditerranée pour pouvoir ensuite arriver en Égypte puis en Europe. Then they can jump to Egypt and Europe like that. C'est pour ça qu'ils emploient des moyens concrets pour arriver à leur but, des moyens qui déstabilisent toute la région. L'Iran n'arrive pas à contrôler les niveaux de déstabilisation provoqués en Irak, en Syrie, au Liban et dans le reste des pays. In Iraq, in Syria, in Lebanon, and all that. We need the Prime Minister, Mr. Netanyahu,
Nous avons besoin du Premier ministre Netanyahou, car c'est un homme fort et logique. Nous avons besoin qu'il accepte et annonce qu'il accepte la proposition de paix. La proposition saoudienne, la proposition de paix, est-elle toujours d'actualité ? Il fut un temps où les Arabes pensaient, où ils voulaient pousser Israël hors de la Palestine. Mais Israël est devenu une réalité sur cette terre. C'est pour cette raison que l'Arabie saoudite voudrait faire vivre ensemble Israël et les pays arabes. Un journaliste iranien vous avait demandé qui était l'ennemi numéro 1 de l'Arabie saoudite. Quelle a été votre réponse ? Il m'a demandé qui est votre ennemi. Je lui ai répondu que maintenant notre ennemi était Israël et que l'Iran était notre ami. Mais il vaut mieux avoir un ennemi sage qu'un ami ignorant. Nous n'apprécions pas les menaces envers un pays quel qu'il soit. Nous devons vivre en paix parce que ce pays, cette terre, la terre sainte, c'est la terre d'Abraham, notre père et le vôtre également. For Abraham, our father and your father. Ani mokham bikhul bili hagin ala shalom. Voilà, et c'est un entretien que vous pouvez retrouver ce soir dans l'émission Reportage avec Stéphane Calvo, juste après le Grand Direct. À suivre, on les appelle les septembristes et souvent on les maudit. À l'heure où nous, on retrouve nos collègues et la machine à café, eux prennent la route des vacances. Des vacances qui de toute façon seront toujours sublimes. Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on va ouvrir une page cinéma. On va parler du festival de Deauville avec vous, Laetitia, dans un petit instant. Bonjour. Bonjour. Mais avant cela, regardez, c'est un entretien avec Amos Gitaï. Le réalisateur israélien a répondu aux questions de Valérie Abécassis pour le Culture Mag et lui parle de son dernier film consacré aux dernières heures d'Yitzhak Rabin, un film actuellement en compétition au Festival de Venise. Écoutez. Présenter, Amos Gitaï, votre dernier film dont tout le monde parle et dont tout le monde va parler, The Last Day of Yitzhak Rabin. Je ne sais pas bien comment ce sera traduit en français. Est-ce que c'est votre façon à vous, façon particulière, de célébrer les 20 ans anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin? Oui, je ne sais pas si on peut dire célébrer parce que c'est un mouvement tragique dans l'histoire contemporaine, mais moi je dis que ce film, je fais d'abord comme citoyen, même avant cinéaste. Et je trouve qu'il faut parler, reparler, réfléchir de cet courant qui maintenant il est pas au pouvoir, qui était qu'effectivement pour que Israël existe, c'est-à-dire pour moi Rabin c'est un patriote israélien. Il était envie qu'Israël reste avec une série d'accords dans cette région. Et même Valérie, dans les jours qu'on est, c'est-à-dire que dans les semaines qui étaient assez troublantes. On va en reparler, mais... Oui, alors on voit que l'œuvre de cet homme politique, c'est pas un hasard que d'ailleurs dans les funérailles de Rabin, il y avait tout le Moyen-Orient. C'est comme il y avait une sorte de disparition des frontières, tout le monde est venu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vous êtes nostalgique de ça? C'est pas, tu sais, mon rapport avec l'histoire, il n'est pas nostalgique. C'est un rapport parce que je crois que le cinéma, c'est un médium extrêmement fort de mémoire. Ça va être un film qui va faire beaucoup parler, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce film? Parce que finalement, vous faites partie des plus grands réalisateurs israéliens et vous êtes probablement le seul, à ma connaissance, à avoir fait un film sur un héros national. Il n'y en a pas eu dans le cinéma israélien. Vous êtes le premier, à votre façon, mais vous êtes le premier. Qu'est-ce que vous avez voulu dire sur Yitzhak Rabin dans ce film? C'est pas tellement un rapport d'héroïsme, tu vois. Yitzhak Rabin, je crois qu'il était respecté par tout le monde, par son integrity. C'était un mec qui a dit la même chose qu'il a pensé. Et là, on a actuellement un régime des médias, des spins des médias. Alors, je crois que les raisons qu'il y a beaucoup de monde qui est déplacé pour effectivement être ici dans les funérailles de Rabin, parce qu'il a touché le cœur de tout le Moyen-Orient. Voilà, entretien complet dans le Culture Mag aujourd'hui. Et je vous le disais, on parle à présent du festival du film américain de Deauville qui a ouvert ses portes ce week-end. Laetitia, les temps forts.
Non, vous mettez votre t-shirt, c'est très bien. C'est toujours Betsavé qui me déconcentre, justement mes chroniques. Oui, on passe de Venise à Deauville. C'était l'occasion de voir un Neo, Gandalf ou encore Legolas. Ils ne vous disent rien, ces personnages. Non. En tout cas, ils sont incarnés par exemple, Keanu Reeves, qui était mis à l'honneur lors de cette 41e édition du Festival du film américain de Deauville. Il est aussi aux côtés de Orlando Bloom, qui lui aussi a été honoré dimanche, et Ian McKellen, qui lui sera honoré jeudi. Ils sont présents en chair et en os et permettent aux cinéphiles et aux autres curieux de Deauville d'avoir leur lot de stars américaines pour le mois de septembre. Aussi honorés lors de ce festival les réalisateurs Michael Bay et Terrence Malick. Et puis, eh bien, le festival du film américain de Deauville, c'est bien évidemment des films américain. On a pu découvrir notamment le film Le Prodige d'Edward Zwick, l'histoire de Bobby Fischer, le prodige américain des échecs qui à l'apogée de la guerre froide, se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant l'Empire soviétique lors du match qui va être finalement le match du siècle contre Boris Spassky. On a les images, regardez. This game. It's a rabbit hole. After only 4 moves, there's more than 300 billion options to consider. We can take you very close to the edge. Who taught him to move like this? He taught himself. If I take the pieces away, he just keeps playing in his head day and night. I can tell you he has great potential. American chess prodigy Bobby Fischer became the youngest ever grandmaster in the history of the game. Where do you go from here? I want to play the Russians. They're the best in the world, and I'm going to beat them all. Fischer Mania is taking the country by storm. My next guest, Mr. Bobby Fischer. Mr. Fischer. Are you a patriot? There are people in high places who take an interest in any confrontation with the Russians. I don't really care about politics. You're the one man in this country who could put up a fight. Bobby Fischer is in Iceland for his match with the world champion Boris Spassky. It's the chess version of a 15-round heavyweight prize fight. I'm not playing till all my conditions are met. I want at least 5 feet between me and the audience. It's almost like I hear their thoughts. Bobby has problems. Bobby is displaying signs of paranoia and delusional psychosis. Voilà, pour cette histoire incroyable, voilà, passionnante. Le Prodige, donc présenté au Festival de Venise. L'occasion aussi pour les Français de voir une nouvelle fois, après Cannes, le fameux Sicario de Denis Villeneuve, le réalisateur canadien, qui a été encensé par la critique au Festival de Cannes, et pour lequel on a finalement une bande-annonce, puisque pendant le Festival de Cannes, on n'en avait pas. Donc voilà, les images de Sicario avec Benicio del Toro au top, comme d'habitude. On regarde. State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity. This is not my department. FBI! You want to be a part of this? Do we get an opportunity of the men responsible for today? The men who are really responsible for today. Ever been to Juarez before? We're going to El Paso, right? You're not American. What do you work for now? Well, I go where I'm sent. Every day across that border, people are killed with his blessing. To find them would be like... Voilà, c'est vraiment l'un des films de l'année qu'il faut aller voir dès le 7 octobre dans les salles françaises. Voilà. Pour le Festival de Deauville, merci beaucoup Laetitia. Du cinéma, toujours, regardez, avec cette offensive commerciale sans précédent, sans doute. Jouets, vêtements, masques, à l'occasion de la sortie du 7e épisode de la saga Star Wars, c'est bien une déferlante de produits dérivés va s'abattre sur le grand public. Joseph Emmanuel. Star Wars 7, le réveil de la Force, sort dans un peu plus de 3 mois sur les écrans.
En attendant le réveil de la Force, c'est la promotion organisée autour du film qui se réveille ce vendredi. Un réveil tout en puissance, une véritable marée mondiale. Les produits dérivés débarquent dans le monde entier. Une organisation titanesque orchestrée par Disney. La maison mère de Mickey a racheté il y a 3 ans Lucasfilm, une transaction de plusieurs milliards de dollars. Tous les moyens sont bons pour faire parler du film avant sa sortie. Vidéos, publicités ou même opérations de faux, l'art de ce qu'on appelle le teasing ou comment titiller la curiosité du spectateur, une technique de marketing poussée à son comble. Sont également mobilisés pour l'événement les réseaux sociaux, les magasins Disney du monde entier ou encore d'innombrables émissions télé. Une promotion monstre pour les personnages de Star Wars 7. Des gentils et des méchants que l'on retrouvera dans un parc d'attractions construit pour l'occasion en Floride. Alors, les spécialistes en marketing n'ont-ils pas peur que l'on finisse par se lasser? Pas du tout, nous répondent-ils. 3 nouveaux films sont prévus d'ici 2020. La série des Star Wars aura alors plus de 40 ans. Une longévité exceptionnelle. Star Wars sera l'unique série que les enfants de demain pourront regarder avec leurs grands-parents sans avoir à leur expliquer chaque scène. Le premier Star Wars avait été financé du bout des lèvres par un producteur qui y croyait à peine. George Lucas avait renoncé à l'essentiel de son salaire pour demander 40% des bénéfices. Bien lui en a pris, le film a rapporté 800 millions de dollars. Depuis 1977, la saga Star Wars a généré un chiffre d'affaires de près de 20 milliards d'euros, l'un des films les plus rentables de tous les temps. Mais la plus grosse partie du business vient des produits dérivés, sabres laser, vêtements de Dark Vador, masques de Chewbacca, gobelets, posters et bien sûr les jeux vidéo. Une communication d'exception pour l'un des plus grands films de l'univers. Et nous sommes le 7 septembre, si vous l'aviez oublié. Alors entre la nostalgie des vacances et la perspective d'un automne brumeux en vue, eh bien la rentrée n'est déjà pas facile. Et comme si ça ne suffisait pas, les septembristes sont là pour nous accabler encore un petit peu plus. Vos collègues qui, une fois septembre entamé, se font la malle. Et oui, on les appelle les septembristes. Betsabé, vous nous dites tout. Ils ont un nom parce que c'est de ces collègues qu'on maudit. Exactement. Et c'est un vrai phénomène, ces septembristes, des Français qui partent désormais d'ailleurs plus en septembre qu'en juin ou en juillet. Regardez, 10%, 19% juin-juillet contre 24% des Français qui partent en septembre. Ça reste néanmoins le mois d'août qui est le mois privilégié pour les vacances. Et pour cause, on les comprend, ces septembristes, pas forcément épuisés le jour de leur départ, hein, vu qu'ils se sont en général relativement tournés de pouce, avouons-le, pendant le mois de juillet ou le mois d'août. Pas de bouchons, plus de bouchons sur les routes, ni aux entrées des meilleurs restos, des billets d'avion qui plus est moins cher, voire beaucoup moins cher, et des réservations d'hôtels qui sont aussi souvent à des prix minimes. Mais surtout, le meilleur de tous ces privilèges, c'est de savoir que les autres, eux, ils sont au bureau, et oui, devant leur ordi. Et comme pour bien remuer le couteau d'en appeler, Barbara, ils ne se privent pas de poster sur Facebook à leur tour leurs plus beaux clichés de vacances, des orteils dans le sable ou une pina colada dans chaque main, accolés à une montagne, éventuellement vue sur la mer au coucher du soleil. On les déteste. Exactement, et comble du supplice, postant à 12h54 pétantes quand leurs collègues déjà médisants se traînent avec des goûts vers la cafétéria de leur entreprise, le cliché de leur assiette de spécialité gastronomique, locale ou autre spiritueux, affublé du terrible hashtag vive les vacances. De quoi faire, bien sûr, à Paris ou dans des autres villes, monter la rancœur des Haussiens qui prendront soin de bouquer toutes les réunions de préparation de l'année au mois de septembre, entendez, avant que les septembristes ne reviennent. Alors, il faut quand même souligner que pour les hôteliers, ça les arrange bien finalement, ces septembristes. C'est une aubaine pour l'industrie du tourisme, évidemment, car l'étalement des vacances lui permet de mieux équilibrer ses comptes à cette industrie, d'autant que les Français sont friands du mois de septembre. 55% d'entre eux prennent au moins 3 semaines de congés payés entre juin et septembre. Et c'est facile, puisque la France est le pays dont les salariés
bénéficient du plus grand nombre du jour de repos parmi les pays européens. Donc en fait, ce 4e mois de vacances, eh bien, ils en ont besoin et ils en profitent. Alors bonnes vacances, chers septembristes. Pas du tout, je leur souhaite pas du tout. Merci Betsabe. Allez, on reste encore un peu en vacances justement avec un son, celui dont vous ne pourrez pas échapper si vous foulez le sol d'une plage israélienne, n'importe laquelle. Tac, tac, tac et tac. C'est le bruit d'une balle en caoutchouc sur une raquette en bois, j'ai nommé le matkot. Regardez. Sur les plages israéliennes, il existe un jeu, comme partout ailleurs dans le monde, les raquettes de plage. Mais ici, il est pris très au sérieux, au point de lui donner un nom, le matkot, et de le considérer comme une invention israélienne. C'est un son israélien, c'est très israélien. Nous revenons tout juste de l'étranger après une longue absence, et ce son nous a manqué. Amnon Nissim est littéralement le roi de la raquette. Certaines peuvent coûter jusqu'à 200 €. Chez lui, il en possède des centaines et dans toutes les matières. Maintenant, je prends celle en carbone. Vous voyez, non seulement ça rebondit mieux, mais ça rebondit aussi plus fort. Un tir avec cette raquette part comme une bombe. Un sport qui prend de la place sur les plages déjà bondées de Tel Aviv, et il n'est pas rare de recevoir une balle sur le coin de la tête. Tout d'abord, c'est une menace. On risque de se prendre une balle dans la figure. C'est très fort et c'est gênant. Le bruit répétitif du matkot peut même devenir exaspérant, au point que la mairie a tenté d'organiser des espaces réservés aux joueurs, mais difficile d'imaginer les Israéliens abandonner ce sport si prisé. Voilà, le bruit de la balle sur la raquette, certains aiment, d'autres n'aiment pas, Laetitia. C'est sûr qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on est en train de se dire. Comment on peut aimer ce genre de bruit? C'est comme le klaxon, quoi. Oui, j'adore klaxonner. Non, allez, merci. Vous avez un commentaire, Beth? Non, les matkot, je suis pas très fan, mais surtout, je suis tout jalouse parce que je suis incapable en fait de jouer au matkot. C'est pour ça que je pas le bruit. C'est ça. Allez, merci beaucoup les copines. On se retrouve dès demain. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Restez sur i24 News. Passez une très belle journée. Vous rigolez? Vous savez encore. Allez, portez-vous bien. À demain pour le morning.